Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une autre petite histoire de J.K. Chesterton, intitulée Le Jardin secret. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Aristide Valentin, chef de la police parisienne, était en retard pour le dîner. Quelques invités l'attendaient déjà. Ils avaient été introduits par Ivan, son valet et confident. Ce fidèle serviteur, un vieil homme dont le visage était barré d'une cicatrice et dont le teint était presque aussi gris que les moustaches, se tenait presque constamment assis à une petite table dans le vestibule d'entrée, décorée d'armes diverses. La maison de Valentin était peut-être aussi originale et aussi célèbre que son propriétaire. C'était une vieille maison entourée de hauts murs et de grands peupliers qui poussaient sur les berges mêmes de la Seine. Son originalité et peut-être sa valeur d'un point de vue policier consistait en ce qu'on ne pouvait en sortir par aucune issue, sauf par la porte de devant, gardée par Ivan et par son arsenal. Le jardin était vaste et d'un dessin compliqué, et on pouvait y accéder de la maison par plusieurs portes. Mais il ne présentait aucune issue pour le monde extérieur, il était entièrement clôturé par un haut mur uni qui défiait toute escalade, et dont la crête était garnie de pointes de fer d'une forme spéciale. C'était le meilleur jardin dans lequel put méditer l'homme dont des centaines de criminels avaient juré la mort. Ivan prévint les hôtes de Valentin que celui-ci avait téléphoné et qu'il serait en retard de 10 minutes environ. À la vérité, il avait été retenu par des arrangements concernant une exécution capitale, par quelque autre horreur de ce genre. Quoique ses devoirs répugnassent à son tempérament, il ne manquait jamais de les accomplir avec précision. Impitoyable dans la traque des criminels, il était très modéré lorsqu'il s'agissait de les punir. Depuis qu'il avait la main mise sur les méthodes d'action de la police française, et pour la plus grande part de la police européenne, il avait employé à adoucir les châtiments et à assainir les prisons. Il comptait parmi ces grands libres penseurs, humanitaires de France, dont le seul défaut est d'avoir rendu la clémence plus froide encore que la justice. Lorsque Valentin arriva, il avait déjà revêtu son habit noir, à la boutonnière duquel brillait une rosette rouge. C'était un homme d'une prestance élégante, avec une barbe noire déjà parsemée de quelques poils gris. Il traversa la maison pour se rendre à son bureau, qui donnait sur le jardin. Après avoir soigneusement mis sous clé sa valise, il se tint un instant debout, devant la porte ouverte, et contempla le jardin. Une lune bien dessinée, déchirait de ses cornes des lambeaux de nuée d'orage. Il l'observa d'un air rêveur, peu coutumier aux natures scientifiques, comme la sienne. Peut-être ces natures pressentent-elles jusqu'à un certain point les crises les plus aiguës de leur existence. Quoi qu'il en soit, Valentin sortit promptement de cette mystérieuse rêverie. Il savait qu'il était en retard et que ses invités l'attendaient. Dès son entrée au salon, il s'aperçut pourtant que son hôte principal n'était pas encore là. Il reconnut Lord Galloway, l'ambassadeur anglais, un vieil homme colérique, le visage coupe rasé, comme une pomme, portant le ruban bleu de l'ordre de la Jarretière. Lady Galloway, frêle et mince, les cheveux d'argent, avec une expression à la fois sensible et raffinée. Lady Margaret Graham, leur fille, une jolie femme au teint pâle, le visage mutin, dont la chevelure avait des reflets de cuivre rouge. La duchesse du Mont-Saint-Michel, le docteur Simon, le type même du savant français, pince-nez, barbe en pointe, le front rayé de ces rides parallèles qui affligent les orgueilleux et proviennent de l'habitude qu'ils ont de lever à tout propos les sourcils. Le père Brown, de Cobhol en Essex, qu'il avait récemment rencontré en Angleterre. Son regard s'arrêta, peut-être avec un peu plus d'intérêt, sur un grand officier en uniforme qui venait de saluer les Galloway, sans avoir reçu d'eux un accueil bien cordial, et qui s'avançait maintenant vers lui. C'était le commandant O'Brien, de la Légion étrangère. Il était élancé, la démarche quelque peu fanfaronne, rasé de frais, les cheveux noirs, les yeux bleus. Il avait une allure à la fois crâne et mélancolique, comme il sied à un officier appartenant à un régiment qui s'est rendu fameux pour ses victorieuses défaites et ses triomphants suicides. C'était de naissance un gentleman irlandais, et il avait connu dans sa jeunesse les Galloway, tout spécialement Margaret Graham. Il avait dû quitter son pays, où il s'était lourdement endetté, et affichait à présent son mépris complet de l'étiquette anglaise en portant partout son uniforme, son sabre et ses éperons. Lorsqu'il avait salué la famille de l'ambassadeur,
Lord et Lady Galloway s'étaient inclinés avec raideur et Lady Margaret avait détourné le regard. Mais quel que fût l'intérêt que ces personnes pouvaient ressentir, les unes pour les autres, leur hôte illustre n'en éprouvait aucun pour elles. Aucune d'elles ne représentait pour lui le principal invité de la soirée. Valentin avait convié à son dîner, pour des raisons qui lui appartenaient, un homme d'une réputation universelle dont il s'était fait un ami au cours d'une de ses glorieuses tournées de détective aux États-Unis. C'était le multimillionnaire Julius K. Brain, dont les énormes et même parfois écrasantes donations à d'obscures sectes religieuses provoquaient tant de plaisanteries faciles et tant de solennelles tirades, plus faciles encore, dans la presse anglaise et américaine. Personne ne savait au juste si M. Brain était athée, ou mormon, ou scientiste chrétien, mais il était toujours prêt à mettre son argent dans la sébile de n'importe quelle doctrine, pourvu que la forme en fût nouvelle. Une de ses lubies était de guetter l'arrivée d'un Shakespeare américain, et cette lubie réclamait plus de patience encore que la pêche à la ligne. Il admirait Walt Whitman, mais il trouvait Luc P. Tanner de Paris, USA, plus avancé que Whitman lui-même. Il aimait tout ce qu'il croyait être avancé. Il estimait que Valentin l'était également, se montrant en cela parfaitement injuste à son égard. L'apparition massive de Julius K. Brain dans le salon fut aussi décisive que la cloche annonçant le dîner. Il avait cette qualité à laquelle ne peuvent prétendre qu'un petit nombre d'entre nous, de rendre sa présence aussi importante que son absence. C'était un grand gaillard aussi gras que grand. Son habit noir n'était même pas éclairé par le reflet d'une chaîne de montre ou d'une bague. Ses cheveux étaient blancs, vigoureusement brossés en arrière à l'allemande. Son visage était rouge, à la fois violent et poupin. Il ne portait qu'une mouche noire sur sa lèvre inférieure, ce qui donnait à son expression puérile un caractère théâtral et presque méphistophélique. Les convives n'eurent d'ailleurs guère le temps de contempler le célèbre Américain. Son retard avait déjà pris les proportions d'un problème domestique, et il pénétra en toute hâte dans la salle à manger, Lady Galloway à son bras. À bien des égards, les Galloway étaient des gens cordiaux et placides, tant que Lady Margaret ne prenait pas le bras de l'aventurier. O'Brien, son père, était satisfait. Elle ne l'avait pas pris. Elle était sagement sortie du salon, au bras du docteur Simon. L'inquiétude n'en rendit pas moins Lord Galloway presque grossier. Il parvint à se maîtriser durant le dîner, mais lorsque, à l'heure des cigares, les trois plus jeunes hommes, Simon le médecin, Brown le prêtre et O'Brien le dangereux exilé, portant un uniforme étranger, eurent quitté la table pour rejoindre les dames ou fumer dans le jardin d'hiver. Le diplomate anglais perdit toute diplomatie. Il était tourmenté à chaque instant par l'idée que ce gredin d'O'Brien était parvenu d'une manière ou d'une autre à causer avec Margaret. Il ne tentait même pas de se figurer comment. Il s'était retrouvé seul après le café, entre Brain, le blanc yankee, qui croyait à toutes les religions, et Valentin, le français grisonnant, qui ne croyait à aucune. Ils pouvaient discuter ensemble, mais ne pouvaient faire appel à lui. Fatigué d'entendre leur logomachie avancer, Lord Galloway se leva à son tour et se dirigea vers le salon. Il s'égara et, pendant 6 à 8 minutes, arpenta en vain de longs corridors. Enfin, il entendit la voix aiguë et dictatique du docteur et la voix sourde du prêtre, puis un rire général. Eux aussi, se dit-il, en étouffant un juron, devaient discuter science et religion. Mais dès qu'il eut ouvert la porte du salon, il ne vit plus qu'une chose. Il vit ce qui n'y était pas. Le commandant O'Brien et Lady Margaret étaient tous les deux absents. Il quitta la pièce aussi brusquement qu'il avait quitté l'autre, et arpenta de nouveau le corridor. Il n'avait plus qu'une obsession désormais, protéger sa fille contre les entreprises de ce vaurien irlandais algérien. Comme il se dirigeait vers le bureau de Valentin, il fut surpris de croiser sa fille, qui passa rapidement devant lui, pâle et dédaigneuse. Ce fut pour lui une nouvelle énigme. Si elle avait été avec O'Brien, où était O'Brien? Si elle n'avait pas été avec lui, où avait-elle été? Emporté par un soupçon furieux, il chercha à tâtons son chemin, à travers cette partie de la maison, plongée dans l'obscurité, et trouva enfin une issue de service ouvrant sur le jardin. La lune avait achevé de déchirer de son cimeterre les nuées d'orage. Sa lumière argentée éclairait les 4 coins du jardin. Une haute silhouette, vêtue de bleu, traversait la pelouse pour gagner la porte du bureau.
Un reflet de lune sur l'uniforme lui permit de reconnaître le commandant O'Brien. Celui-ci entra dans la maison par la porte vitrée, et Lord Galloway resta plongé dans un état d'esprit indescriptible, à la fois violent et vague. Le jardin bleu et argent, pareil à une scène de théâtre, semblait l'attirer et susciter impérieusement en lui ces sentiments de tendresse contre lesquels se révoltait son esprit autoritaire. L'élégance de la démarche de l'Irlandais excitait sa colère comme s'il eût été un rival et non un père. Le clair de lune l'affolait. Il se trouvait capturé, comme par magie, dans un jardin de troubadours, dans une féerie de Watteau. Afin de couper court par la parole et l'action à ce charme stupide, il s'avança vivement vers son ennemi. Dès le premier pas, il buta contre une souche ou une pierre dans l'herbe. Il se baissa pour mieux voir, d'abord avec colère, puis avec curiosité. L'instant d'après, la lune et les hauts peupliers assistèrent à un spectacle peu ordinaire, celui d'un diplomate anglais courant de toutes ses forces, criant et hurlant à perdre haleine. Ces cris enroués attirèrent à la porte du bureau le visage pâle, le pince-nez brillant et le front soucieux du docteur Simon, à qui parvinrent aux oreilles les premiers mots que le noble lord parvint à articuler. Lord Galloway criait « Un cadavre dans l'herbe! Un cadavre sanglant !» O'Brien lui était définitivement sorti de l'esprit. « Nous devons prévenir immédiatement Valentin, dit le médecin, lorsque l'autre eut décrit d'une voix brisée tout ce qu'il avait osé examiner. Il est heureux qu'il soit ici. » À cet instant, l'illustre détective entra dans le bureau, attiré par les cris. En toute autre circonstance, on se serait amusé de la transformation qui s'opéra dans son attitude. Il était entré avec des manières d'un hôte et d'un gentleman, craignant que l'un de ses invités ou quelque domestique ne fût tombé malade. Lorsqu'on lui eut dit l'horrible vérité, sans rien perdre de sa gravité, sa physionomie s'anima soudain. Si imprévue, si terrible que fût cette affaire, c'était son métier de la tirer au clair. « N'est-il pas étrange, messieurs, dit-il tandis qu'il s'empressait de sortir, que j'ai cherché des mystères par toute la terre, et que l'un d'eux vienne aujourd'hui me trouver dans mon propre jardin. Mais où est-ce » Ils eurent quelque peine à s'orienter sur la pelouse, car un léger brouillard s'élevait de la rivière. Mais, guidés par un Galloway tremblant, ils trouvèrent enfin le corps enfoui dans l'herbe haute, le corps d'un homme très grand et de large carrure. Son visage était tourné vers la terre, de sorte qu'ils ne pouvaient voir que son dos, vêtu de drap noir, et son crâne chauve, sous une ou deux touffes de cheveux bruns collés comme des algues marines. Un filet de sang écarlate serpentait sous son visage. « Au moins, dit Simon d'une voix basse et singulière, ce n'est pas l'un des nôtres. »« Examinez-le, docteur, fit Valentin d'un ton brusque. Il n'est peut-être pas mort. » Le médecin se baissa. « Il n'est pas encore froid, mais je crains bien qu'il soit trop tard, répondit-il. Aidez-moi à le lever. » Ils le levèrent avec précaution à quelques centimètres du sol. Tous les doutes qu'il pouvait avoir sur son sort s'évanouirent aussitôt, et d'une horrible façon. La tête retomba. Elle avait été entièrement séparée du corps. Celui qui avait tranché la gorge avait aussi coupé le cou. Valentin lui-même eut un léger mouvement de recul. « Il doit être fort comme un gorille, murmura-t-il. » Non sans un frisson, quoiqu'il fût habitué aux autopsies, le docteur Simon ramassa la tête. Le cou et la mâchoire étaient légèrement tailladés, mais le visage était à peu près intact. C'était une face aux traits épais, au teint jaune, à la fois maigre et boursouflé, avec un nez d'aigle et des lèvres charnues. Le masque d'un cruel empereur romain, avec peut-être quelques traits d'un empereur chinois. Tous les assistants semblaient plongés dans la plus profonde ignorance. Ils avaient seulement pu constater, en levant le corps, la tache rouge de sang qui souillait le plastron blanc. Comme le fit remarquer le docteur Simon, si l'homme n'était pas des leurs, il avait pu tenter de se joindre à eux, car il était en habit. Valentin s'agenouilla et examina avec la plus profonde attention l'herbe et le sol dans un rayon de 20 mètres autour du cadavre, en quoi il fut aidé moins adroitement par le docteur, et tout à fait vaguement par le lord anglais. Il ne trouvait rien que quelques baguettes brisées ou coupées en petits fragments. Valentin les examina un instant, puis les rejeta. « Des baguettes, dit-il gravement. Des baguettes et un inconnu, la tête coupée. C'est tout ce qu'il y a sur cette pelouse. » Il y eut un silence angoissant. Puis Galloway, à bout de nerfs, émit un cri de nouveau. « Qui est là »
Qui est là-bas, près du mur du jardin? Une petite silhouette avec une tête trop grosse s'avança vers eux. D'un pas hésitant dans le brouillard lunaire, de loin on eût dit un elfe. Mais ce n'était que l'inoffensif petit prêtre qu'ils avaient laissé dans le salon. Dites donc, remarqua-t-il timidement, il n'y a pas d'issue à ce jardin. Les sourcils noirs de Valentin se contractèrent, comme ils se contractaient toujours par principe à la vue d'une soutane. Mais en toute justice, il ne pouvait nier l'importance de cette observation. Vous avez raison, dit-il, avant de chercher à savoir comment cet homme a été tué, nous devons chercher comment il est venu ici. Écoutez-moi, messieurs, s'il est possible de le faire sans enfreindre les devoirs que m'impose ma position, convenons ensemble qu'il serait préférable de ne pas mêler certains noms à cette affaire. Il y a des dames ici, et un ambassadeur anglais. S'il nous faut enregistrer ceci comme un crime, il nous faudra le poursuivre comme tel. Jusque-là, je n'ai à prendre de conseils que de moi seul. Je suis le chef de la police. Le public me connaît assez pour que je me permette d'agir à ma guise. Dieu veuille que je puisse disculper tous mes hôtes avant de demander à mes hommes de chercher ailleurs. Messieurs, engagez-vous sur l'honneur à ne pas quitter cette maison jusqu'à demain midi. Il y a suffisamment de chambres pour vous loger tous. Simon, vous savez, je pense, vous trouvez mon valet Ivan, dans le hall d'entrée. C'est un homme de confiance. Dites-lui de se faire remplacer à la porte par un autre domestique, et de venir me trouver à l'instant. Lord Galloway, vous êtes certainement le mieux qualifié pour apprendre aux dames ce qui vient d'arriver, et pour prévenir une panique. Elles devront également passer la nuit ici. Le père Brown restera avec moi près du corps. Lorsque l'esprit du capitaine parlait en lui, il était impossible de ne pas obéir aux ordres de Valentin. Le docteur Simon se rendit donc à l'entrée et dénicha Ivan. Galloway se rendit au salon et raconta la terrible nouvelle avec le tact nécessaire pour permettre aux dames de calmer leur émoi avant que les autres invités ne les eussent rejointes. Durant ce temps, le bon prêtre et le bon athée se tinrent à la tête et aux pieds du cadavre, immobiles dans le clair de lune, comme des statues symbolisant leurs deux attitudes devant la mort. Ivan, l'homme de confiance, avec sa balafre et ses moustaches, sortit de la maison comme un boulet de canot et bondit à travers la pelouse vers Valentin, tel un chien vers son maître. Son visage livide s'éclaira au récit de cette tragédie domestique, et ce fut avec une curiosité presque répugnante qu'il demanda à son supérieur de pouvoir examiner le corps. « Oui, regarde si tu veux, Ivan, dit Valentin, mais fais vite. Nous devons rentrer et tirer cela au clair dans la maison. » Ivan ramassa la tête mais faillit aussitôt la laisser échapper. « Mais, bégaya-t-il, non, ce n'est pas possible. Connaissez-vous cet homme, monsieur? » « Non, répondit Valentin froidement. Nous ferions mieux de rentrer. Ensemble, ils transportèrent le corps sur un sofa, dans le bureau. Puis tous se rendirent au salon. Le détective s'assit tranquillement devant une table, non sans manifester une certaine hésitation, mais avec le regard d'acier d'un juge siégeant aux assises. Il prit quelques notes rapides sur un bout de papier, puis demanda brièvement. « Tout le monde est-il là? »« Monsieur Brain n'est pas là, » dit la duchesse du Mont-Saint-Michel, en parcourant la chambre du regard. « Non, dit Lord Galloway d'une dure voix rauque. Ni monsieur Neil O'Brien, je crois. J'ai vu ce gentleman se promenant dans le jardin, quand le cadavre était encore chaud. »« Ivan, dit le détective, va chercher le commandant O'Brien et monsieur Brain. Monsieur Brain, je le sais, achève son cigare dans la salle à manger. Le commandant O'Brien arpente, je crois, le jardin d'hiver, mais je n'en suis pas certain. » Le fidèle serviteur s'éclipsa, et, avant que personne eût pu faire un mouvement, Valentin continua avec la même concision militaire. « Tout le monde ici sait qu'un cadavre a été découvert dans le jardin, la tête séparée du tronc. Docteur Simon, vous l'avez examiné. Croyez-vous qu'il faille une grande force pour couper ainsi le cou d'un homme, ou bien un couteau très effilé suffirait-il? »« Il me semble qu'on ne pourrait réussir à le faire à l'aide d'un couteau, » répondit le pâle médecin. « Pourriez-vous suggérer, reprit Valentin, un instrument à l'aide duquel une telle opération serait rendue praticable? En tenant compte de notre outillage moderne, cela m'est impossible, dit le médecin en fronçant le sourcil d'un air soucieux. Il n'est pas facile de détacher la tête du tronc. Même maladroitement, et l'entaille ici est parfaitement nette. Le meurtrier peut s'être servi d'une hache d'arme, ou d'une ancienne hache de bourreau, ou d'un de ces anciens glaives que l'on maniait à deux mains.
Mais bonté divine, cria la duchesse, dans un demi-sanglot nerveux. Il n'y a ici ni glaive, ni hache d'armes. Valentin continuait à prendre des notes sur le papier placé devant lui. Dites-moi, fit-il, tout en écrivant rapidement, aurait-il pu employer un sabre de cavalerie? On frappa doucement à la porte. À ce bruit, pour quelque raison inexplicable, le sang des assistants se glaça dans leurs veines, comme s'ils avaient entendu frapper à la porte du château de Macbeth. Dans le silence qui suivit, le docteur Simon répondit. Un sabre, oui, la chose serait possible. Merci, dit Valentin. Entre, Ivan. L'homme de confiance ouvrit la porte et introduisit le commandant Neil O'Brien, qu'il avait enfin trouvé, arpentant de nouveau le jardin. L'officier irlandais s'arrêta sur le seuil, le visage troublé, l'œil agressif. « Que me voulez-vous » fit-il. « Asseyez-vous, je vous prie, dit Valentin, de son égale voix douce. Tiens, vous ne portez plus votre sabre. Où est-il? Je l'ai laissé sur la table de la bibliothèque, dit O'Brien, dont l'émotion amplifiait encore l'accent étranger. Il me gênait. Ivan, interrompit Valentin, va chercher le sabre du commandant dans la bibliothèque. Puis, lorsque le domestique eut disparu, Lord Galloway dit qu'il vous a vu quitter le jardin un instant avant de découvrir le cadavre. Que faisiez-vous dans le jardin? Le commandant se laissa tomber sur une chaise et s'exclama, en irlandais pur souche qu'il était. Oh, j'admirais la lune. Je communiais avec la nature, mon garçon. Un lourd silence suivit, rompu par le bruit terrible et familier de 3 coups frappés à la porte. Ivan apparut, portant un fourreau d'acier vide. C'est tout ce que j'ai pu trouver, dit-il. Mets-le sur la table, dit Valentin, sans lever la tête. Un silence impitoyable régna dans la pièce, semblable à cette mer de silence qui environne, de toutes parts, le banc d'un condamné. Les faibles exclamations de la duchesse s'étaient depuis longtemps éteintes. La haine de Lord Galloway était satisfaite et même calmée. Lady Margaret parla alors à la surprise générale. « Je crois pouvoir dire, dit-elle de cette voix claire et tremblante que les femmes courageuses prennent lorsqu'elles parlent en public, je crois pouvoir vous dire ce que faisait M. O'Brien dans le jardin, puisque la courtoisie lui commande de se taire. Il me demandait ma main. Je la lui ai refusée. Je lui ai répondu que, pour des raisons de famille, je pouvais seulement lui accorder l'assurance de mon estime. Cela l'a fâché, je crois. Il n'a pas semblé attacher beaucoup de prix à mon estime. Je me demande, ajouta-t-elle avec un pâle sourire, s'il l'appréciera davantage en ce moment, car je la lui offre encore. Je jurerai sur n'importe quoi qu'il n'a pas pu commettre pareil crime. Lord Galloway s'était avancé vers sa fille et lui faisait, croyait-il, à voix basse, de pressantes objurgations. « Tais-toi, Maggie !» s'exclama-t-il dans un chuchotement tonitruant. « Pourquoi le protégerais-tu? Où est son sabre? Où est son sacré ?» Sa fille lui coupa la parole d'un regard qui tétanisa tout le groupe. « Vieux sot !» dit-elle sourdement, sans se donner la peine de feindre le respect. « Que vous efforcez-vous donc de prouver? Je vous dis que cet homme n'a rien fait, lorsqu'il était avec moi. Mais quand bien même il serait coupable, il n'en était pas moins avec moi. S'il a tué un homme dans le jardin, qui donc devrait l'avoir vu? Qui donc devrait au moins le savoir? Votre haine pour Neil est-elle si acharnée que vous n'hésitez pas à compromettre votre propre fille? » Lady Galloway poussa un cri. Tous les autres tressaillirent, devinant une de ces diaboliques tragédies qui ont séparé tant d'amants. Ils se représentèrent la fière et pâle aristocrate écossaise et son amant, l'aventurier irlandais, comme de vieux portraits dans une sombre maison. Le silence qui suivit était rempli de confuses réminiscences historiques, de maris assassinés, d'amants empoisonneurs. Rompant ce mutisme morbide, une voix innocente s'éleva. Était-ce un long cigare? Le changement de sujet fut si brusque que les assistants se retournèrent pour voir qui avait parlé. « Je veux parler, reprit le père Brown, du coin de la pièce où il était assis, je veux parler de ce cigare que M. Brain est en train de finir. Il me semble presque aussi long qu'un parapluie. » En dépit du coq à l'âne et malgré son impatience, Valentin ne put qu'approuver cette remarque. « Vous avez raison, fit-il brusquement. Va chercher M. Brain, Ivan, et amène-le ici immédiatement. » Dès que son factotum eut fermé la porte, Valentin s'adressa à la jeune fille sur un ton empreint d'une nouvelle gravité. « Lady Margaret, dit-il, nous éprouvons tous, j'en suis convaincu,
de la gratitude et de l'admiration pour la manière dont vous vous êtes élevé, au-dessus d'un faux préjugé pour justifier la conduite du commandant. Mais il n'en subsiste pas moins un hiatus. Si je comprends bien, Lord Galloway vous a rencontré lorsque vous passiez du bureau dans le salon, et ce n'est que quelques minutes plus tard qu'il entra dans le jardin et y trouva O'Brien. Vous devez vous souvenir, reprit Margaret avec une nuance d'ironie, que je venais de repousser sa demande. Dans ces circonstances, nous ne pouvions naturellement pas rentrer bras dessus, bras dessous. C'est un gentleman, et pour m'avoir laissé le devancer, il se voit accusé d'un crime. Durant ces quelques instants, dit Valentin gravement, il peut vraiment avoir... On frappa de nouveau, et la tête balafrée d'Ivan apparut dans l'entrebâillement de la porte. Excusez-moi, monsieur, mais monsieur Brain a quitté la maison. Quitté la maison s'écria Valentin, en se levant pour la première fois. Parti, envolé, évaporé, répondit Evan dans le langage humoristique des Français. Son chapeau et son paletot ont également disparu. Et je m'en vais vous dire quelque chose qui dépasse tout. Je suis sorti de la maison pour chercher la trace de son passage, et j'en ai trouvé une, et une fameuse encore. Que veux-tu dire demanda Valentin. Je vais vous montrer, dit le domestique, et il entra en brandissant un sabre de cavalerie dont la pointe et le tranchant étaient tachés de sang. Tous les assistants le regardèrent, comme pétrifiés sur place. Mais Ivan, en vieux limier, continua avec le plus grand calme. « J'ai trouvé ceci, dit-il, parmi les buissons à 50 pas sur la route de Paris. En d'autres termes, je l'ai trouvé à l'endroit précis où votre respectable M. Brain le jeta en se sauvant. » Il y eut de nouveau un silence, mais bien différent des précédents. Valentin prit le sabre, l'examina, réfléchit concentré, mais sans affectation, et se tourna enfin avec respect vers O'Brien. « Commandant, dit-il, nous sommes certains que vous consentirez à nous montrer cette arme si la police en réclame l'examen. Entre-temps, ajouta-t-il en remettant la lame dans le fourreau, avec un bruit métallique, permettez-moi de vous rendre votre épée. » Devant le symbolisme militaire de cette action, les auditeurs eurent peine à s'empêcher d'applaudir. Quant à Neil O'Brien, ce geste fut pour lui le point de départ d'une nouvelle vie. Lorsqu'il se retrouva le lendemain errant de nouveau dans le jardin mystérieux, paré des vives couleurs matinales, toute la tragique futilité qui caractérisait jadis sa contenance l'avait quitté. Il avait tout lieu d'être heureux. Lord Galloway était un gentleman, et lui avait présenté ses excuses. Lady Margaret était mieux qu'une lady, une femme pour le moins, et il lui avait sans doute permis d'espérer mieux que des excuses, tandis qu'ils se promenaient ensemble, parmi les parterres fleuris avant le déjeuner. Tous les invités avaient désormais le cœur léger, car quoique le mystère ne fût pas éclairci, les soupçons ne se portaient plus sur aucun d'eux, mais sur ce millionnaire étranger qu'ils connaissaient à peine, et qui fuyait en ce moment vers Paris. Le diable avait été expulsé de la maison, et s'en était expulsé lui-même. L'énigme n'en restait pas moins insoluble, et lorsque O'Brien s'assit sur un banc, à côté du docteur Simon, ce dernier tenta de nouveau de l'éclaircir, et ne tira guère de mots de O'Brien, qui songeait à cet instant précis à des choses plus plaisantes. « Je ne puis dire que cette affaire m'intéresse beaucoup, » avoua l'Irlandais avec franchise, « surtout qu'elle semble assez claire maintenant. Brain, apparemment, avait quelques raisons de haïr cet étranger. Il l'a attiré dans le jardin et l'a tué avec mon sabre. Puis il s'est sauvé vers la ville en jetant le sabre dans sa fuite. À propos, Ivan dit que le mort avait $1 dans une de ses poches. C'était donc un compatriote de Brain, ce qui semble confirmer nos suppositions. Je ne vois aucune énigme dans tout cela. « Il y a 5 colossales énigmes, » répliqua tranquillement le médecin. « Comme 5 enceintes de murs imbriquées, les unes dans les autres. Comprenez-moi bien, je ne doute pas que Brain ait commis le crime. Sa fuite, je pense, suffit à le prouver. Mais pour ce qui est de la manière dont il l'a commis, première énigme. Pourquoi un homme en tuerait-il un autre avec un grand sabre encombrant, alors qu'il suffirait d'un canif qu'on remet ensuite en poche? Deuxième énigme. Pourquoi n'y a-t-il eu aucun bruit, aucun cri? Un homme peut-il voir venir quelqu'un vers lui, brandissant un cimeterre, sans la moindre réaction? Troisième énigme. Un domestique surveillait la porte d'entrée durant toute la soirée, et il serait impossible, même à un rat, de pénétrer de l'extérieur dans le jardin de Valentin. Comment l'homme assassiné y est-il entré? Quatrième énigme.
Étant donné ces mêmes conditions, comment Brain est-il sorti? Et la cinquième, dit Neil, les yeux fixés sur le prêtre anglais, qui remontait lentement le sentier. Est un détail, je suppose, dit le médecin, mais un détail étrange. Lorsque j'ai examiné la tête pour la première fois, j'ai supposé que l'assassin avait donné plusieurs coups. Mais en le regardant de plus près, j'ai constaté autour de la section plusieurs entailles. En d'autres termes, des entailles ont été faites après que la tête ait été séparée du corps. Brain avait-il voué à son ennemi une haine si sauvage qu'il avait continué à sabrer son cadavre au clair de lune? C'est horrible, dit O'Brien en frissonnant. Le père Brown les avait rejoints tandis qu'ils causaient et avait attendu, avec la timidité qui le caractérisait, qu'ils eussent fini de parler. Puis il dit gauchement: « Je regrette de vous interrompre, mais on m'a envoyé vous dire les nouvelles. »« Les nouvelles » répéta Simon, en le regardant d'un air soucieux à travers ses lorgnons. « Oui, j'en suis fâché, dit doucement le père Brown. C'est qu'il y a eu un deuxième meurtre, voyez-vous. Les deux hommes se dressèrent si brusquement que le banc faillit culbuter. Et le plus curieux, ajouta le prêtre en fixant les rhododendrons d'un œil vague, c'est que c'est un crime de la même espèce, une deuxième décollation. On a trouvé la seconde tête encore saignante, dans le fleuve, à quelques mètres de la route suivie par Brain pour se rendre à Paris. Il suppose donc qu'il... Grand Dieu, s'écria O'Brien. Brain était-il monomaniaque? Il y a des vendettas en Amérique, dit le prêtre, impassible. Puis il ajouta: On vous demande de venir à la bibliothèque pour l'examiner. Le commandant O'Brien suivit ses compagnons écœurés. En sa qualité de soldat, tout ce carnage occulte lui répugnait. Où ces extravagantes amputations s'arrêteraient-elles? D'abord une tête coupée, puis une autre. Dans ce cas précis, difficile d'affirmer, se dit-il amèrement, que les deux têtes valent mieux qu'une. En traversant le bureau, une brutale coïncidence le fit sursauter. Sur la table de travail de Valentin se trouvait le dessin d'une troisième tête ensanglantée. C'était la tête du détective lui-même. En y regardant de plus près, il s'aperçut que ce n'était que la première page d'un journal nationaliste, La Guillotine, qui publiait chaque semaine le croquis d'un de ses adversaires politiques, les yeux révulsés et les traits contractés par les derniers spasmes de la vie après son exécution. Valentin était l'un des piliers de l'anticléricalisme. En bon irlandais, O'Brien observait une certaine pudeur, même dans ses péchés. Sa gorge se souleva devant cet exemple de brutalité intellectuelle qui n'appartenait qu'à la France. Ce n'était pas le premier dont il était témoin à Paris. Il avait vu les sculptures grotesques des églises gothiques et les grossières caricatures des journaux illustrés. Il se souvint des farces formidables inventées à la Révolution. La ville entière lui apparaissait comme la manifestation d'une horrible énergie, depuis le croquis sanglant jeté sur la table de Valentin jusqu'au sommet de Notre-Dame, où, par-dessus une forêt de gargouilles, ricane le grand diable de pierre. La bibliothèque était une longue salle, basse de plafond et pleine de recoins sombres. Le peu de lumière qui l'éclairait pénétrait par-dessus les stores baissés, et était encore teinté de l'éclat rougeâtre du soleil levant. Valentin et son valet Yvan les attendaient au fond, derrière une vaste pupitre légèrement inclinée, sur lequel était déposé le cadavre. Plus imposant encore dans la pénombre, le grand corps vêtu de noir et la face jaune de l'homme trouvé dans le jardin n'avaient pas changé. La deuxième tête, qui avait été découverte le matin parmi les roseaux du fleuve, se trouvait à côté, encore ruisselante. Les hommes de Valentin n'avaient pas encore retrouvé le second corps, qui devait flotter non loin de là. Le père Brown, qui ne semblait pas partager le moins du monde la répugnance d'O'Brien, s'approcha de la deuxième tête et l'examina de près, en clignant des yeux, suivant son habitude. On ne distinguait guère plus qu'une touffe humide de cheveux blancs, que la lumière vive du matin frangeait d'un feu d'argent. La face pourpre, qui semblait celle d'un homme repoussant et peut-être criminel, avait été considérablement défigurée par les arbustes ou les pierres, au milieu desquels elle avait dû rouler. « Bonjour, commandant O'Brien, dit Valentin, d'une voix calme et cordiale. Vous avez déjà appris, je suppose, le dernier exploit de Brain. Le père Brown, encore penché sur la tête aux cheveux blancs, dit sans se redresser. Vous n'avez, je suppose, aucun doute que Brain ait également coupé cette tête. Tout semble l'indiquer, dit Valentin, les mains dans les poches. Coupé de la même manière que l'autre, trouvé à quelques mètres de l'autre,
et tranché à l'aide de la même arme que Brain a, nous le savons, emporté avec lui. Oui, oui, je sais, dit le père Brown. Et pourtant, voyez-vous, je doute qu'il ait pu couper cette tête. Pourquoi pas demanda le docteur Simon en le regardant fixement. C'est que, docteur, dit le prêtre en levant les yeux, je ne crois pas qu'un homme puisse se trancher lui-même le cou, qu'en pensez-vous? Ces paroles eurent l'effet d'un coup de tonnerre pour O'Brien, mais le médecin ne fit qu'un saut et écarta fiévreusement les cheveux blancs qui couvraient le visage. Oh, il n'est pas douteux que ce soit Brain, dit le prêtre avec calme. Il avait exactement cette cicatrice sur l'oreille gauche. Le détective, qui fixait depuis quelques instants le prêtre d'un regard brillant, desserra enfin les dents et dit d'un ton brusque. Vous semblez être bien renseigné à son sujet, mon père. Je le suis, dit le petit homme avec simplicité. J'ai été fréquemment en rapport avec lui depuis quelques semaines. Il avait l'intention de se convertir. Le feu du fanatisme brûla dans les prunelles de Valentin. Il marcha sur le prêtre, les poings fermés. Et peut-être, s'exclama-t-il avec un ricanement sinistre, peut-être avait-il également l'intention de laisser sa fortune à votre église. Peut-être, reprit Brown imperturbable. C'est bien possible. Dans ce cas, répliqua Valentin avec un sourire affreux, vous devez en effet être parfaitement renseigné au sujet de sa vie et au sujet de sa... Le commandant O'Brien mit la main sur le bras du détective. Si vous ne cessez vos sottes calomnies, dit-il, il y aura encore d'autres épées tirées dans cette affaire. Mais sous le regard humble et décidé du prêtre, Valentin s'était déjà ressaisi. Soit, dit-il d'une voix brève, les idées personnelles de chacun de nous peuvent attendre. Vous, messieurs, vous vous trouvez encore liés par votre engagement de ne pas quitter la maison. Vous devez vous y contraindre et à contraindre les autres. Ivan vous donnera toute information supplémentaire que vous pourriez réclamer. Je dois me mettre à l'œuvre et écrire à mes supérieurs. Nous ne pouvons taire cette affaire plus longtemps. Je serai dans mon bureau en cas de nouvelles. Y a-t-il autre chose, Ivan demanda le docteur Simon, tandis que le chef de la police sortait de la pièce. Une seule chose, je pense, monsieur, dit Ivan en plissant sa vieille face grise, mais tout aussi importante, dans un certain sens. C'est au sujet de ce vieux paquet que vous avez trouvé sur la pelouse. Et il indiqua du doigt, avec irrévérence, le grand corps noir et la tête jaune. Nous avons, quoi qu'il en soit, découvert qui c'est. Vraiment? S'écria le médecin étonné. Et qui est-ce? Son nom est Arnold Baker, dit Ivan. Quoi qu'il en ait porté bien d'autres. C'était une fripouille d'humeur vagabonde, et on sait qu'il a visité l'Amérique. C'est ainsi que Brain a dû le prendre en grippe. Nous n'avons pas eu beaucoup affaire à lui, car il travaillait surtout en Allemagne. Nous nous sommes naturellement mis en communication avec la police allemande. Mais, chose curieuse, il avait un frère jumeau, du nom de Louis Baker, avec lequel nous avons eu plus d'un compte à régler. À vrai dire, nous avons dû nous résoudre à le guillotiner, pas plus tard qu'hier. C'est une chose baroque, monsieur. Mais, quand je l'ai vu couché par terre sur la pelouse, je n'ai jamais été aussi surpris de ma vie. Si je n'avais pas vu de mes yeux guillotiner Louis Baker, j'aurais juré voir Louis Baker couché là dans l'herbe. Mais je me suis alors souvenu de son frère d'Allemagne, et en suivant cette piste, Ivan s'arrêta dans ses explications, pour l'excellente raison que personne ne l'écoutait plus. Le commandant et le médecin regardaient tous les deux le père Brown, qui s'était levé brusquement, en se tenant les tempes comme s'il souffrait d'une douleur violente. « Arrêtez, arrêtez, criait-il. Taisez-vous un instant, car je vois la moitié. Dieu me donnera-t-il la force? Mon esprit fera-t-il le sceau qui éclairera tout? Que le ciel me vienne en aide. J'étais jadis capable de nouer deux idées ensemble. Je pouvais paraphraser à vue n'importe quelle page de saint Thomas. Mon esprit va-t-il éclater ou laisser éclater la vérité? Je vois la moitié. Je ne vois que la moitié. Il se cacha le front entre les mains et resta immobile, plongé dans une sorte de douloureuse prière, de pénible méditation, tandis que ses compagnons contemplaient avec stupeur le dernier prodige de cette folle journée. Lorsque le père Brown laissa retomber ses mains, ils découvrirent un visage frais et grave comme celui d'un enfant. Il exhala un profond soupir et dit « Finissons-en le plus vite possible. Voyons, de quelle manière pourrais-je vous convaincre tous le plus rapidement ?» Il se tourna vers le médecin. « Docteur Simon, dit-il, vous avez la tête solide, et je vous ai entendu poser ce matin les 5 questions les plus
difficiles à résoudre dans cette affaire. Eh bien, si vous voulez bien les répéter, je vais y répondre. De trouble et de surprise, Simon laissa tomber ses lorgnons. Mais il répondit aussitôt. La première question est, comme vous le savez, pourquoi un homme choisit-il, pour tuer un autre, un sabre encombrant, lorsqu'il pourrait le faire avec un stylet? On ne peut décapiter à l'aide d'un stylet, répondit Brown avec calme. Et pour ce meurtre-ci, la décapitation était indispensable. Pourquoi? Fit O'Brien avec curiosité. La deuxième question, demanda le père Brown. Pourquoi l'homme n'a-t-il pas crié et n'a-t-il pas lutté? Dit le médecin. Voir quelqu'un avec un sabre à la main dans un jardin a de quoi vous alerter. Les baguettes, dit le prêtre d'un ton lugubre, en se tournant vers la fenêtre qui donnait sur le lieu du crime. Personne n'a vu l'extrémité de ces baguettes. Pourquoi gisaient-elles sur la pelouse? Regardez, si loin des arbres. Elles n'ont pas été brisées, elles ont été coupées. Le meurtrier a occupé l'attention de son ennemi par quelques tours d'adresse, en lui montrant comment il pouvait couper une branche à la volée ou quelque chose de ce genre. Puis, lorsque son adversaire s'est penché pour voir le résultat, d'un coup silencieux, il lui a tranché la tête. Dit lentement le médecin. Cela semble assez plausible, mais ces 2 prochaines questions vous arrêteront. Le prêtre continua de regarder par la fenêtre et attendit. Vous savez que le jardin était hermétiquement clos, continua le médecin. Comment diable l'étranger y a-t-il pénétré? Sans se retourner, le petit prêtre répondit. Il n'y a jamais eu d'étranger dans le jardin. Ces paroles furent suivies d'un silence, bientôt rompu par un éclat de rire enfantin. L'absurdité de la remarque de Brown incitait Ivan à la raillerie. « Oh » s'exclama-t-il, « alors nous n'avons pas traîné un grand et gros cadavre sur le sofa hier. Il n'était pas entré dans le jardin, je suppose. »« Entré dans le jardin ?» répéta Brown l'air pensif. « Non, pas tout à fait. »« Que diable !» cria Simon. « On entre dans un jardin ou l'on n'y rentre pas ?»« Pas nécessairement, » dit le prêtre avec un léger sourire. « Quelle est la question suivante, docteur ?»« Je crois que vous êtes malade, » répliqua Simon d'une voix brève. « Mais je poserai la question si cela vous fait plaisir. Comment Brain était-il sorti du jardin ?»« Il n'est pas sorti du jardin, » dit le prêtre en continuant à regarder par la fenêtre. « Pas sorti du jardin ?» s'indigna Simon. « Pas entièrement, » dit le père Brown. Simon leva les poings avec frénésie, armé de toute sa logique française. « On sort d'un jardin ou l'on n'en sort pas ?» cria-t-il. « Pas toujours, » répondit le père Brown. Le médecin se leva furieux. « Je n'ai pas le temps d'écouter vos élucubrations, » s'exclama-t-il. « Si vous ne pouvez pas comprendre que si un homme n'est pas d'un côté du mur, il doit être de l'autre, notre conversation va s'arrêter là. »« Docteur, » dit avec douceur l'ecclésiastique, « nous avons toujours eu d'excellents rapports jusqu'ici. Au nom de notre vieille amitié, ne partez pas et posez-moi votre 5e question. » Le bouillant Simon se laissa tomber sur une chaise près de la porte et dit. La tête et les épaules étaient tailladées, d'une manière bizarre, comme si on l'avait fait après la mort. « Oui, » dit le prêtre, immobile, « on l'a fait afin de vous laisser supposer exactement ce que vous avez supposé. On l'a fait pour vous donner à croire que la tête appartenait au corps. » Le gaélique O'Brien se trouva transporté aux limites des capacités de son esprit, là où naissent les monstres. Il lui sembla voir autour de lui tous les hommes chevaux, toutes les femmes poissons qu'engendra son imagination chaotique. Une voix plus ancienne que celle de ses plus lointains ancêtres lui murmurait à l'oreille. « Garde-toi du jardin maudit où mourut l'homme à 2 têtes. » Mais tandis que ces formes obscènes et symboliques se reflétaient dans le miroir de son âme irlandaise, sa raison francinée n'en restait pas moins alerte, et il observait comme les autres le bizarre petit prêtre, avec une attention incrédule. Le père Brown s'était enfin retourné, et se tenait dos à la fenêtre. Quoique son visage fût dans l'ombre, on pouvait voir qu'il était devenu pâle comme un linge. Il parla avec le plus grand calme, comme si l'âme celtique et ses cauchemars n'eussent pas existé pour lui. « Messieurs, dit-il, ce n'est pas le corps de Becker que vous avez trouvé dans le jardin. Ce n'est pas le corps d'un étranger que vous avez trouvé dans le jardin. » En dépit du rationalisme du docteur Simon, je persiste à affirmer que Becker n'était que partiellement présent. Regardez plutôt.
dit-il en indiquant du doigt la masse noire du mystérieux cadavre. Vous n'avez jamais vu cet homme-là, mais auriez-vous vu celui-ci? Il écarta rapidement la tête jaune de l'inconnu et mit à sa place la tête couverte de cheveux blancs. Et soudain devant eux, complet, unifié, évident, surgit Julius Brain. Le meurtrier, continua Brown avec calme, a tranché la tête de son ennemi et jeté le sabre au-dessus du mur. Mais il était trop malin pour ne jeter que le sabre. Il a également jeté la tête. Puis il lui a suffi d'adapter une autre tête au corps. Et comme il insista pour garder l'enquête secrète, vous vous êtes tous imaginé avoir affaire à un autre individu. Adapter une autre tête? Dit O'Brien stupéfait. Quelle autre tête? Les têtes ne poussent pas sur les buissons d'un jardin. Non, dit le père Brown, d'une voix rauque, en fixant du regard la pointe de ses bottines. Elles ne poussent qu'à un endroit. Elles poussent dans le panier de la guillotine, à côté duquel le chef de la police, Aristide Valentin, se tenait quelques heures avant le crime. Oh, mes amis, écoutez-moi une minute encore avant de m'échapper. Valentin est un honnête homme, si l'on peut considérer comme honnête la folie qui s'empare d'un fanatique défendant une cause discutable. Quoi, n'avez-vous jamais vu passer l'éclair de la folie dans son œil gris et froid? Il était prêt à tout, pour briser ce qu'il appelle la superstition de la croix. Il a combattu pour cette cause, il a enduré la faim pour elle, et aujourd'hui il a tué pour elle. Jusque-là, les millions folâtres de Brain s'étaient éparpillés parmi différentes sectes, de sorte que ses largesses n'en altéraient guère l'équilibre. Mais Valentin a appris que Brain, comme tant d'autres sceptiques inconséquents, se rapprochait de nous, ce qui, à son point de vue, présentait désormais un véritable danger. Brain allait alimenter la caisse de l'Église française, appauvrie et combative. Il allait fournir des fonds à une demi-douzaine de journaux nationalistes du genre de la guillotine. Mais l'issue était encore tangente, et le fanatique a décidé de tenter le tout pour le tout. Résolu à se débarrasser du millionnaire, il l'a fait comme pouvait s'attendre à voir le premier des détectives commettre son seul crime. Il a emporté chez lui, dans sa valise officielle, sous prétexte de quelque examen criminologique, la tête de Becker. Il a eu avec Brain cette dernière discussion, dont Lord Galloway n'a pas entendu la fin, et n'ayant pu le convaincre, il l'a conduit au jardin, à diriger la conversation sur ses exploits d'escrimeur, à employer le sabre et les baguettes pour illustrer ses démonstrations, etc. Ivan le balafré ne fit qu'un saut. « Espèce de toqué, hurla-t-il. Vous allez trouver mon maître à l'instant, même si je dois... » « Mais c'est précisément là que je vais, » dit Brown d'un air las. « Je dois lui demander de se confesser et le reste. » Poussant devant eux le malheureux Brown, comme une victime destinée au sacrifice, ils s'engouffrèrent ensemble dans le silence glacial du bureau de Valentin. L'illustre détective était assis à son bureau, apparemment trop absorbé pour remarquer leur entrée bruyante. Ils s'arrêtèrent un instant, puis quelque chose dans l'aspect de ce dos élégant et rigide alerta le médecin. Il s'élança brusquement dès le premier coup d'œil. Il aperçut une petite boîte de pilules à portée de la main. Valentin était mort, et sur son visage aveugle brillait la fierté de Caton. Fin. J'espère que cette singulière histoire vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.